Cher Eric, bonjour. Bonjour Gilbert. Merci d'être avec nous pour nous parler aujourd'hui du 14 juillet. Alors avant de tout, si je vous dis, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé du 14 juillet. Vous pensez à qui ? Boris Vian. Ah ben voilà, l'écume des jours et cette magnifique chanson, très drôle, très populaire, qui est l'occasion de rappeler quand même que Boris Vian fut un grand poète. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la fête nationale, qui est quand même nationale, Bien même sûr. si on n'aime pas la nation. Bien sûr. Alors nous, on l'aime la nation, Nous, on l'aime. mais ceux qui l'aiment pas sont quand même bien obligés de reconnaître qu'ils célèbrent une fête de la nation. Exactement. D'ailleurs, ce sera l'occasion, donc mon petite intervention pourrait s'intituler Les tribulations du 14 juillet. C'est très intéressant l'histoire de cette fête nationale, puisque elle fait partie des mythes fondateurs de la République. Or, si on se replace dans le contexte... Mythe fondateur de la Troisième République. De la Troisième République. Dans un contexte qui était particulièrement peu favorable. Je rappelle très rapidement, la France de Napoléon III, donc Second Empire, a été vaincue par la Prusse en 1871. Le régime qui succède... est un régime de transition dans la mesure où la première assemblée était une assemblée élue à majorité monarchiste. Tout le monde s'attendait à une restauration de la monarchie. Et on sait très bien que les divisions entre orléanistes et légitimistes, le refus du comte de Chambord de concilier les acquis de la Révolution, eh bien, ont empêché la restauration. Voilà. Du reste, il faut rappeler que 1870, on installe la République, mais ce n'est qu'en 1875 que la loi constitutionnelle sera votée à une voix de majorité. Voilà, donc j'allais y venir. Ah bon. Donc nous sommes dans un régime qui est mal né. Voilà. La Troisième République est mal née dans la mesure où elle est issue d'une défaite militaire en plus tragique, l'Alsace et la Lorraine confisquées, une très forte humiliation. Les peuples n'aiment pas ça. À chaque fois dans l'histoire, on voit très bien. Bon. Donc un régime mal né. En plus, comme je l'ai rappelé, ça devait être l'occasion de rétablir, de restaurer la monarchie. Bon. Donc nous sommes dans les années effectivement 1875, 76. Oui, alors, la République, quand même, insistons là-dessus. Oui. La République a été installée pour permettre à la monarchie de revenir. Complètement. On l'oublie. Complètement. Voilà, c'était un régime de transition. En fait, on s'est retrouvé dans une Troisième République de fait, par défaut. Par absence de roi. Alors, en 1876, ce qui est intéressant, c'est que les républicains, c'est-à-dire la gauche, pour faire simple, aujourd'hui... La gauche radicale. Voilà, la gauche radicale l'emporte. Et c'est à ce moment-là que le président conservateur, MacMahon... Quand on dit la gauche radicale, on se précise quand même, c'est pas les insoumis, c'est la gauche du parti radical socialiste. Oui. Les fameux radicaux. Les radicaux de gauche qui sont minoritaires aujourd'hui. Voilà. Bon. Et donc MacMahon est obligé de se démettre, il démissionne. Et là, nous avons une république, une majorité républicaine dans les deux assemblées, l'Assemblée nationale et surtout le Sénat. À partir de ce moment-là, les républicains veulent imposer leur idéologie républicaine à un pays qui n'était pas prêt pour. Voilà. Donc c'est à partir de 1879, les républicains ont la majorité aux deux chambres, un nouveau président, et là il s'agit de républicaniser la France qui freine. Voilà. Des quatre fers, on pourrait dire. Alors le 6 juillet 1881, c'est la loi Raspail qui instaure le 14 juillet comme fête nationale. Un article. D'ailleurs, il y a une confusion puisqu'il n'est fait référence explicitement ni au 14 juillet prise de la Bastille de 1789, ni à la fête de la Fédération. Voilà. Donc ça laisse libre cours à une interprétation. Extraordinaire moment, la fête de la Fédération. J'aurai l'occasion, bien sûr. Il faut en dire deux mots, parce que là on a Talleyrand, l'évêque d'Autun, bien sûr, qui célèbre la messe. Oui, complètement. Vous vous rendez compte que ce régime qui va donner naissance à la laïcité a quand même célébré le culte de la raison. Alors, cependant, cette fête de la Fédération est quand même un moment fort de la Révolution, dans la mesure où ça a été l'unique journée
l'unique journée où tous les Français se sont retrouvés. Il y a eu une journée de consensus entre les partisans de l'ancien régime, de l'ancienne France, et je dis ça ce n'est pas du tout péjoratif, et les partisans de la France nouvelle, révolutionnaire. Il n'y a eu qu'à cette journée. C'est pour ça que ça peut être un symbole fort où le roi, les institutions vont dans le même sens. D'ailleurs, je reprends quand même le serment qui a été prêté par toutes les institutions ce jour-là. Jurons de rester fidèles à la nation, à la loi et au roi. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, la fidélité à la nation, ça nous laisse perplexes. Il faut rappeler aussi quand même que le Talleyrand avait dit... Oui, ne me faites pas rire. Ne me faites pas rire. Ouais. À Lafayette, en s'adressant à Lafayette. Quand même, c'est, je veux dire, tous ces donneurs de leçons. Au moins, il était lucide, lui. Ouais. Alors, je reviens sur les origines. Donc, alors, on résume, pour qu'on comprenne bien. Donc, la fête du 14 juillet, elle est censée donner du symbole à la République, qui est très mal installée. Elle rappelle la prise de la Bastille. 14 juillet, la prise de la Bastille, et la fête de la Fédération. Voilà. Alors, il faut rappeler que jusqu'en 1914, alors c'est ça, c'est un mythe, c'est ce que je dis, c'est un mythe fondateur, puisque cette fête nationale a été instaurée pour enraciner la République, qui était quand même très très mal perçue par beaucoup de Français. Alors, si c'est un mythe fondateur, il n'est pas du tout fédérateur, parce que qu'est-ce qu'on attend d'un mythe ? C'est une image qui doit mobiliser les foules. Le problème, c'est que le 14 juillet, jusqu'à la guerre de 14, ça divise. On dirait aujourd'hui, c'est clivant, dans la mesure où les conservateurs, on va dire la droite, n'admet pas le fait accompli, c'est-à-dire l'échec de la Restauration. Les catholiques n'acceptent pas de célébrer une fête qui est complètement teinté d'anticléricalisme, qui est anticatholique. Il faut quand même rappeler que sous le Second Empire, la fête nationale était la fête du 15 août. Le 15 août, à la fois l'Assomption de la Vierge et la Saint-Napoléon. Donc il s'agit pour les républicains d'extirper toute trace de catholicisme, ce qu'ils ont mené à bien jusqu'à nos jours d'ailleurs. Alors maintenant, à gauche, c'est pareil, je vous ai dit la gauche, mais à gauche, on n'est pas tout à fait d'accord, parce que le 14 juillet, prise de la Bastille, est considéré comme un acte d'une violence inouïe. Les jeunes aujourd'hui diraient c'est un épisode gore, ça a été gore, dans la mesure où le gouverneur de la Bastille, après s'être rendu, a été dépecé, sa tête fichée sur une pique. Et le prévôt des marchands, Flessel, qui était l'équivalent du maire de Paris, qui a subi le même sort. Delaunay, je crois, le gouverneur. Oui, c'est Delaunay et Flessel. Ces deux personnages, alors le 14 juillet, la prise de la Bastille... Si Trump avait été à la tête... Des assaillants qui ont pris la Bastille. Ah là, ça aurait été quelque chose. Mais pourtant, Mais la Bastille, la prise de la Bastille, c'est le début c'est le début des violences politiques. Début des violences politiques, début de l'émigration. On oublie que 140 000 Français, et pas que des nobles et des prêtres, sont partis. Alors, il y a quand même eu une répression. Non, il n'y a pas de répression à ce moment-là. Louis XVI ne réprime pas la prise de la Bastille. Justement. D'ailleurs, c'est intéressant. Il faut dire aussi que les arsenaux d'armement ont été pillés un peu avant. Oui, alors les invalides, et la Bastille, c'était pour aller chercher la poudre. D'ailleurs, c'est intéressant pour ceux qui aujourd'hui semblent s'opposer au système actuel. Ils sont traités aujourd'hui de conspirationnistes mais tout est parti. La prise de la Bastille, c'est une théorie du complot que l'on doit à Camille Desmoulins, qui a interprété l'arrivée des troupes à Versailles pour assurer l'ordre comme une Saint-Barthélemy contre les patriotes. La Saint-Barthélemy des patriotes. Ouais. Voilà. Alors ensuite, il est certain que la Troisième République prépare la revanche contre l'Allemagne. Donc ça devient une fête militaire. Fête militaire, le défilé. Et c'est vrai que très rapidement, ça devient une fête populaire aussi, avec le bal, les lampions, etc. Donc la symbolique de 14 juillet ne fait pas du tout l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est très clivant. Alors la gauche modérée propose justement de se référer à la fête de la Fédération, qui était moins sanglante, alors que l'extrême gauche, on dirait aujourd'hui, les radicaux, eux, se réfèrent à la prise de la Bastille. Voilà. Alors maintenant, très rapidement... avant, on a du temps. Mais est-ce que c'est pas la notion de fête, de feu d'artifice, de joie populaire, d'accordéon, qui a été
après complètement prise par le cinéma. Exactement. Qui l'emporte. Non, mais est-ce que c'est pas la fête qui est la plus puissante, quoi? Est-ce que c'est pas le triomphe de la fête sur la morosité? Alors ça devient, c'est ce que je disais, c'est-à-dire par-delà les clivages politiques et les interprétations de cette fête, très rapidement ça devient une fête populaire. Déjà à la fin du 19e siècle, c'est une fête populaire. Les Français ont besoin de se retrouver parce que le 19e siècle a été épouvantable en termes d'opposition politique. Alors ce qui est intéressant, ce sont les deux guerres mondiales. En fait, le fameux 11 juillet, le 14 juillet 1919, le 14 juillet 1945, où là, le défilé militaire et la fête populaire vont de pair. Voilà. Les Français communient avec leur armée. Et il faut d'ailleurs s'en souvenir, c'est très important. Aujourd'hui, les Français effectuent leur service militaire. Donc il y a une communion, il y a une symbiose entre la France et son armée. Et alors, quand même, ne perdons pas de vue que cette fête du 14 juillet, elle a un impact européen maintenant, puisqu'on a fait défiler les troupes européennes. Donc complètement. Les Champs-Élysées aux couleurs européennes. Un officier portugais porte la bannière étoilée de l'Union. Les 27 porte-drapeaux forment un V impeccable. On a un 14 juillet qui est devenu quelque part européen. Oui, il y a eu une exception, c'était lors du bicentenaire en 1989, où c'était Jean-Paul Goude qui avait organisé. Les troupes allemandes ont même défilé sur les Champs-Élysées. C'était une exception. Oui, mais effectivement, les troupes allemandes ont défilé. Non, mais il faut quand même bien sûr. Des contingents européens ont défilé lors de cette fête qui était, quand même, une fête de l'armée, une fête populaire. C'est-à-dire que très rapidement, après la Première Guerre mondiale, les clivages politiques se sont largement estompés. Aujourd'hui, ils n'ont plus cours puisque plus personne ne remet en cause la République, la Restauration. Donc ce sont des conflits idéologiques qui sont d'un autre âge. Et alors on a l'impression quand même que cette fête du 14 juillet, elle s'adapte aux événements. D'abord, elle a pris une dimension européenne, avec la présence sur les Champs-Élysées de troupes européennes. Oui, puis des chefs d'État qui sont européens. Et ensuite, on a vu les soignants défiler. Oui. Donc, bien entendu. À cause de la pandémie. À partir du moment où il s'agit d'une fête à caractère, on va dire, laïque et civique, elle peut s'adapter complètement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est la malléabilité de cette symbolique inventée de toutes pièces. Complètement. Et alors, le défilé n'a pas toujours eu lieu sur les Champs-Élysées. Je crois que c'était sur l'hippodrome de Longchamp au début. Oui, c'est ça. Sous la Troisième République, c'est l'hippodrome de Longchamp. Et puis Giscard, lui, avec la distribution des drapeaux au régiment par les autorités républicaines. Oui. Et alors maintenant, avec le recul du temps, 1880, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de l'instruction historique du 14 juillet ? Qu'est-ce que vous diriez à vos élèves quand vous leur parlez du 14 juillet ? Déjà, mes élèves ne savent plus du tout à quoi ça correspond. C'est lié au délabrement de l'enseignement. J'étais encore récemment au résultat du baccalauréat. Tous les élèves qui ont fait l'effort de venir en classe au cours de l'année scolaire ont eu leur baccalauréat. Mais ils ne savent plus à quoi ça correspond. Voilà. La fête de la Fédération, personne ne connaît. Le 14 juillet, là aussi c'est pareil, ça fait partie des légendes de la République, parce qu'on pourrait en reparler. La prise de la Bastille, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La prise de la Bastille, c'est d'abord, d'un point de vue politique, n'a rien apporté de particulier, puisque le bras de fer que les députés du tiers-État avaient engagé avec Louis XVI, ils avaient déjà tout gagné le 20 juin, en se proclamant Assemblée nationale. Ils avaient déjà tout gagné. La prise de la Bastille n'apporte rien de particulier. Les députés avaient déjà tout gagné. Le roi avait déjà capitulé. Là, c'est l'épisode où Mirabeau déclare on est là par la force on est là par la volonté du peuple. Exactement. On n'en sortira que par la force des baïonnettes. Et il paraît qu'il aurait ajouté si elles arrivent, on ne va pas rester longtemps.
Oui, mais elles ne sont jamais arrivées. Mais elles ne sont jamais arrivées. Les rois ont toujours refusé de faire tirer sur le peuple français. Comme disait Charles X, quelle chance a la République, elle peut se permettre de tirer sur le peuple, ce que je refuse de faire. Et Louis XVI aussi a perdu la tête pour ça. Alors, la prise de la Bastille, d'abord, c'est pour récupérer de la poudre. Le symbole de l'absolutisme monarchique, que 7 prisonniers ont été libérés. Et c'était, on dirait, des prisonniers de droit commun, des faussaires essentiellement, des fous, un débauché, 7 prisonniers pour un établissement qui était énorme, gigantesque. On n'a pas idée de l'importance de cette prison. Oui, mais quand même, la Bastille, c'est quand même... Aucun prisonnier politique. Oui, mais si à ce moment-là, elle est vide de prisonniers politiques, elle est pleine d'une histoire. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même le lieu des lettres de cachet. Oui, c'est le lieu de l'enfermement royal. Oui, mais enfin, les geôles de la République se sont remplies. D'ailleurs, du reste, elles ne... Mais moi, je considère que la lettre de cachet n'a pas disparu. Hein. Complètement. Et puis quand on voit certaines poursuites qui sont dirigées contre certaines personnes, on se demande si maintenant, on n'a pas quand même parfois des procureurs de cachet. Hein. Et puis des procès politiques, éminemment et des procès politiques. Politiques, absolument. Voilà, donc c'est carrément un mythe. En plus, ces gens qui ont pris la Bastille étaient complètement manipulés. Ça n'a pas été une révolte spontanée, contrairement à ce qu'a pu être alors manipulé la par qui des Gilets jaunes, par exemple. Voilà, une révolte spontanée. Manipulé par qui ? Un certain nombre de groupes, à commencer par un certain nombre, désolé Gilbert, un certain nombre d'avocats parisiens qui sont allés s'installer à Paris parce qu'il manquait de clients. Danton avocat, Robespierre avocat, Camille Desmoulins. Camille Desmoulins était un peu bègue, mais bon, c'est pas le premier avocat bègue du reste. Hein, donc des cercles de pensée qui se sont appuyés sur des théories du complot. Parce que c'était ça l'idée. Le roi Louis XVI et les aristocrates s'étaient promis, entre guillemets, la mort de tous les patriotes. Du reste, c'est cette théorie complotiste qui a débouché sur l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août. L'abolition. Oui. Le rachat. N'oublions jamais qu'il y avait une clause de rachat. Voilà, c'était le rachat. Là, il y a un bouc. Voilà. Vraiment, Henri Guillemin l'a très bien expliqué, ça. Très, très bien. Dans sa biographie sur Robespierre. La nuit du 4 août, c'est encore une escroquerie humanitaire monumentale, une mascarade monumentale. Oui. Du reste, on se rend bien compte que les privilèges n'ont pas été abolis. Hein. Bien entendu. Alors, le problème, vous me posez la question, que représente le 14 juillet aujourd'hui ? Ben oui, il faut souhaiter que ça reste une fête populaire. Alors, mais est-ce qu'elle est encore une fête populaire ? Je ne le pense pas. Je pense que elle a une fête médiatique. Hein. Oui, et puis c'est un peu comme le premier de l'an. Les gens font la fête, ils ne savent plus trop pourquoi. C'est une espèce de ronron un peu dénaturé, puisque la fête militaire, la fête de l'armée, avec la fin du service militaire obligatoire, l'armée est devenue une armée de métier qui ne défend plus nos frontières, qui ne défend plus véritablement les intérêts de la nation française, mais elle défend les droits de l'homme, des principes universels. La prise de la Bastille, la fête de la Fédération sonne aujourd'hui aussi de façon aussi creuse que la devise de la République, liberté. Aujourd'hui, avec cette pandémie, on voit très bien toutes nos libertés disparaître les unes après les autres. Nous sommes dans une dictature sanitaire. La liberté, l'égalité, la société française a rarement été aussi inégalitaire. Sous la Troisième République, en revanche, oui. Il y avait une certaine égalité. Oui. L'école de la République de Jules Ferry permettait à des gens de toutes origines sociales et culturelles de réussir. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Et la fraternité. Il n'y a jamais eu autant de haine. Jamais autant de haine. Voilà. D'ailleurs, c'est tout le problème. La nation française n'existe plus, malheureusement. Elle existe, j'en suis convaincu, mais pour ceux qui la dirigent, non. Elle a laissé la place à une société multiculturelle avec des mémoires qui sont conflictuelles. Donc, il n'y a plus cette communion laïque et civique. C'est creux, c'est devenu très creux. Voilà. On va quand même défiler. Hein. On va quand même défiler. Dans nos têtes. Hein. Dans nos têtes. Bon. On va défiler dans l'histoire.
Et puis il y a le bal, il ne faut pas non plus. Mais est-ce qu'il y aura un bal? Est-ce qu'il y aura des... Alors maintenant avec. Est-ce qu'il y aura des balles? Des balles. Avec, Mais le la bal, pandémie. le bal des pompiers, il y a encore des traditions populaires qui se Enfin, maintiennent. on n'est pas là mais pour se faire engueuler. Hein. on n'est pas là pour se faire engueuler. Mais on aurait presque envie de dire que la devise de la République, ça devrait être: on n'est pas là pour se faire engueuler. Hein. Et on pourrait ajouter, si vous me le permettez, ni pour se faire emmerder. Hein. Ouais, mais là, C'est Pompidou qui avait dit: arrêtez Oui. d'emmerder les Français. exactement. Et Dieu sait qu'on nous emmerde. De plus en plus. De plus en plus. Bon 14 juillet. Merci Gilbert. Et vous vive de même. Et vive la République. Hein. Et Non. vive la France. Et vive la... Ah bah oui, Et vive la République, France. vive la France. Et voilà que l'Europe s'intéresse au 14 juillet. C'est incroyable. Enfin bon. On aurait pu parler d'autres dates qui auraient pu s'imposer avec une dimension européenne. On pense bien sûr au traité de Verdun d'août Ah bah, tout est parti- 1843. tout est parti de là. Mais On ça, alors pourrait- là, on l'a complètement ça, oublié. Et hein. ça n'a pas de caractère religieux. Non, C'est-à-dire non. que les ennemis du catholicisme et les chantres de la laïcité pourraient très bien s'appuyer sur ce partage de Verdun, l'acte de naissance Qui est de à la l'origine France, de tout. Hein. de l'Allemagne et de l'Europe Et de l'Europe actuelle. On pourrait s'y référer. Sans oublier à ce moment-là Charlemagne, évidemment, Charlemagne, le père de l'Europe. puisque c'est sa progéniture qui a foutu Le le bordel, père- le père le de père de l'Europe. l'Europe. Voilà. Merci. Alors on va bientôt. Alors là, on part en vacances, nous. Hein. Voilà. Quand même, On va on se l'a bien prendre un mérité. Non, on va prendre un peu de. On va lire des bouquins d'histoire. Voilà, Ah oui, au fait. un peu de recul. Quel livre vous recommanderiez sur la Révolution française? Bon, alors évidemment, moi, c'est un livre qui est éminemment polémique, puisqu'il s'agit du livre noir de la Révolution française, ouais, qui est un ouvrage collectif, qui correspond. Ça vaut le coup de le justement- lire. Hein. Oui, parce que c'est un ouvrage collectif. On peut le prendre dans tous les sens, il y a de très nombreuses thématiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le bicentenaire de 1989, on a pu enfin dépoussiérer l'histoire officielle de la Révolution. Ça a porté un coup terrible à la Révolution. On peut critiquer la Révolution depuis 1989. On a très bien vu les nouveaux privilégiés derrière François Mitterrand et le peuple qui n'accédait pas, qui n'arrivait pas à accéder au défilé, etc. Donc, en fait, rien de neuf sous le soleil. Bon, La alors, Révolution, c'est une élite qui en a chassé une autre. Oui, pour une élite sanglante. Hein. Sanglante, Alors pour faire contrepoids, moi je conseillerais Les Hommes de la Liberté par exemple. de Manceron, Mm. qui, ne l'oublions pas, fut quand même un proche de François Mitterrand. Hein. Oui. Bon. Mais c'est bien écrit, Oui. c'est quand même... c'est un livre, c'est relativement, c'est objectif, je crois. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Non. il n'est pas très... J'ai- il y a des moments de sévérité aussi. Hein. Il y a des moments de sévérité. Bon 14 juillet. Merci Gilbert. Allez. Vous de même. À bientôt.